Bien, les collections du Metropolitan Museum de New York conservent une belle anse de plin en argent sur laquelle est représenté le cortège indien de Dionysos. Le dieu est dans son char, tiré par des panthères, et suivi des membres de son tiaz qui portent le butin qui est rapporté depuis l'Inde. Alors, le caractère triomphal de l'objet, vous le voyez, est souligné par la présence de captifs et de trophées. La forme de l'objet, datée de la fin du IIe ou du IIIe siècle après Jésus-Christ, est assurément romaine. C'est celle des anses de grands plats circulaires ou ovales, dont vous avez un autre exemple sur cette image. L'image de l'anse de New York appartient elle aussi au répertoire bachique habituel, mais pourtant quelques détails éveillent l'attention, notamment sur le plan technique. Vous observez, c'est ce qui est indiqué par la flèche, l'utilisation de reliefs qui ont été réalisés à part et insérés dans le décor, un procédé qui est cher aux orfèvres sassanides, mais dont nous avons montré qu'il est parfois utilisé par leurs collègues romains, peut-être sous l'influence justement de l'orfèvrerie sassanide. L'anse a été achetée dans le commerce des antiquités, mais la provenance donnée, et c'est tout à fait caractéristique, c'est l'Iran. L'objet, pour nous, vient bien d'un atelier romain, familier des techniques et des goûts sassanides, et c'est un objet qui a dû être exporté quelque part vers l'Asie centrale. Alors, c'est encore Dionysos que l'on retrouve sur une coupe du British Museum, achetée autrefois en Afghanistan. On reconnaît bien le dieu, une coupe à la main, étendue sur une sorte de couche, à ses côtés une petite figure féminine assise, disons Ariane, juste en dessous un objet circulaire traité comme une rosace décorative, à côté de laquelle se tient un enfant. Derrière, à droite, un personnage dansant, un satyre ou peut-être Héraclès. Devant, deux femmes. La première est vêtue d'un long vêtement flottant et, vous le voyez, elle porte un nimbe derrière la tête. Deux autres personnages se situent au-dessus de la composition. Le premier vole vers la droite, tout en haut, vole vers la droite, tenant une longue hampe. L'autre en dessous est debout vers la gauche, tenant une sorte de corde, de lanière, qui prolonge cette hampe, lanière dont il semble menacer les deux figures à gauche. Alors, cette coupe a suscité bien des commentaires sur sa date et sa provenance. Si on reconnaît bien clairement l'influence gréco-romaine, on y retrouve, regardez la tête, ou l'absence de tête de Dionysos, on y retrouve la technique des pièces rapportées, et l'iconographie par rapport au modèle classique présente bien des incohérences. Aussi a-t-on beaucoup hésité sur la date et sur la provenance de cet objet. Pour la date, je pencherai pour ma part pour le courant du IIIe siècle, et sur l'atelier, c'est plus compliqué. Une proposition récente, mais que je n'hésiterai pas à qualifier d'absurde, en situe même l'exécution à Antioche. Alors, absurde parce que l'objet, en aucun cas, à mon opinion, ne peut sortir des mains d'orfèvres romains. Toutefois, vous le voyez sur la projection, il existe un objet, une gemme du musée de Naples, qui nous fournit un des modèles, ou une illustration d'un des modèles dont s'était inspiré l'orfèvre sassanide. Dionysos, en réalité, est dans un char, ou sur le modèle d'origine. Il est dans un char tiré par deux psychés et conduit par un pouto qui tient les rênes et brandit une torche. La petite figure féminine donc, est absente du camée. Alors, le cercle correspond à la roue du char, à côté de laquelle il y a effectivement un petit pouto. L'orfèvre sassanide n'a pas compris les deux psychés, ni leurs ailes, qu'il a transformées en nimbe.
Le personnage volant tout en haut appartient, lui, à une autre composition. J'ai mis un exemple sur la projection. On le rapprochera du génie féminin ailé qui accompagne l'apothéose de Sabine, l'épouse d'Adrien, sur un relief de Rome, là où le personnage, le génie, tient une torche et non cette sorte d'objet, ça ressemble un peu à une canne à pêche, peut-être est-ce destiné à évoquer un fouet. Mais on a là, en tout cas, avec cette coupe du British Museum, un magnifique exemple, je crois, de la façon dont les orfèvres sassanides reprennent les images empruntées au monde méditerranéen, sans toujours les comprendre et en les déformant parfois. Et je ferai volontiers mienne une formule de Véronique Schiltz à propos de Tilia Tépé. À Tilia Tépé, dit-elle, je la cite, « Les images troublent parfois par l'incompréhension des modèles dont elles s'inspirent. » Mais quoi qu'il en soit, on a évidemment affaire avec l'Anse de New York et la Coupe du British Museum à des manifestations de deux cultures, la romaine et la sassanide, dans laquelle la vaisselle d'argent a exercé une fascination particulière. L'argenterie y occupe bien une place privilégiée et, peut-on dire déjà, jusque dans les profondeurs de l'Asie. En effet, dans une tombe de Baektan, en Chine, dans la province du Gansu, a été découverte une autre coupe que vous voyez ici, sur laquelle apparaît encore Dionysos, couché sur sa panthère. Tout autour, un très riche rinceau de vigne et de lierre mêlés. C'est une combinaison habituelle dans le contexte bachique, vous en avez un exemple sur la projection, et sur une étroite bande autour du dieu, une série de 12 divinités du panthéon gréco-romain, accompagnées de leurs attributs. Alors, si la panthère sur laquelle est couché Dionysos est un peu étonnante, avec sa crinière très, très dense et très drue autour du cou, je pense que la coupe sort certainement d'un atelier méditerranéen. L'image des 12 dieux, me semble-t-il, le prouve, ainsi que les rapprochements possibles avec d'autres pièces d'orfèvrerie, que l'une d'entre elles, vous la voyez ici, c'est la fameuse coupe aux amours vendangeurs provenant d'Alexandrie. Mais cette coupe, trouvée en Chine, n'est pas une curiosité isolée. À Guyan, dans la région autonome de Ningxia, dans la tombe du général Li Xian, mort en 569, c'est une grande aiguière en argent qui a été découverte au milieu d'un très abondant mobilier. La forme est typiquement sassanide, un vase piriforme sur un pied en trompette, bordé de grosses perles, doté d'un bec pointu et d'une anse arrondie surmontée d'un petit buste. Alors, quelques détails, mais on ne les voit pas sur la photographie, indiquent peut-être une influence plus orientale. Aux attaches de l'anse, il y a des têtes de chameaux. Alors, certains chercheurs ont vu dans cet objet un produit du nord de la Bactriane, à cause précisément de la présence de ces têtes de chameaux. Sur les flancs, vous le voyez, en relief, 3 couples engagés dans des actions en rapport, peut-être, c'est l'opinion de certains chercheurs, avec l'épopée homérique, donc une influence de l'iconographie méditerranéenne. Vous le voyez rapidement, l'un des personnages masculins, le premier à gauche, est nu, un manteau dans le dos, coiffé d'une sorte de pétase ou de chapeau d'éphèbe, chaussé de bottines. Il a saisi le bras de la femme qui lui fait face et semble, de l'autre main, lui effleurer le menton. Certains ont voulu y reconnaître le départ d'Hélène. Le deuxième personnage masculin, au centre, entièrement vêtu, chaussé des mêmes bottines, présente à la femme qui lui fait face, qui a un diadème dans les cheveux, 2 objets difficiles à identifier. Alors on a parlé de deux pommes, évidemment parce qu'on veut y reconnaître le jugement de Paris. Dans le troisième couple, le personnage masculin tient une courte lance et s'appuie sur un bouclier, alors au bras droit, ce qui est anormal, mais ce qui nous renseigne sur la façon dont les modèles issus du monde méditerranéen sont réinterprétés et surtout travaillés par l'orfèvre. Et
et on a proposé de voir dans ce couple les retrouvailles d'Hélène et de Ménélas au moment de la prise de Troie. Alors, les trois scènes sont à vrai dire d'interprétation difficile, et l'interprétation proposée là est discutable, mais il me semble que, de toute façon, on peut reconnaître qu'elles sont inspirées assez précisément d'images venues du monde grec. L'attrait de la vaisselle d'argent, vous le voyez, et des images méditerranéennes qu'elle peut porter, s'étend bien jusqu'à l'extrême Asie, largement au-delà du monde sassanide. Alors, outre une certaine fascination pour le métal précieux, et fascination qui est pourtant moins forte en Chine qu'elle ne l'est dans le monde méditerranéen ou chez les Sassanides, les images ont certainement joué leur rôle dans ce succès, directement venu du monde classique, ou bien passé par le filtre d'Orfèvre, qui n'en comprenait pas nécessairement tous les détails, on l'a vu avec la coupe de Dionysos. La figure de Dionysos, précisément, et celle des membres de son Thiase jouissent d'une faveur certaine. Une coupe provenant de Boukhara, que vous voyez ici, à placer, je pense, au VIe siècle, en donne un intéressant exemple, présentant à l'intérieur d'un rinceau une série de personnages, ici, Pan, vraisemblablement, et une Ménade. Une autre coupe, plus tardive encore, découverte à Bartime, près de Perm, dans l'Oural, offre, vous le voyez, une série de médaillons ovales bordés d'une ligne de fines perles, abritant des figures qui, pour la plupart, évoquent directement les putti classiques. L'une au moins, c'est celle dont j'ai donné un détail, est ailée, jouant de la flûte. Et quand on voit cet objet, on ne peut s'empêcher de penser, non pour la forme du vase, c'est celui qui est tout à fait à droite sur la projection, qui est très différente, mais pour la présentation du décor, à certains des médaillons de l'extraordinaire amphore en argent de la fin du IVe siècle, romaine bien entendu, mais ça a 60 cm de hauteur, c'est un objet très impressionnant, découverte en mer au large de la Toscane, dont le décor est constitué de plus d'une centaine de médaillons, vous l'apercevez, évoquant directement des camées, certains d'entre eux étant, vous le voyez, c'est le détail qui est ici, très proche de ce que nous voyons sur la coupe de Bartime, qui, elle, est pourtant certainement sortie des mains d'un artisan d'Asie centrale. Alors, on comprend bien que les figures dionysiaques aient retenu la faveur des amateurs de vaisselle précieuse, tant les valeurs les plus générales portées par le dieu, et je pense qu'on en reparlera tout à l'heure, ont un caractère universel. D'autres images, pourtant, venues du monde méditerranéen, s'accordaient elles aussi facilement à d'autres cultures. La chasse, par exemple, qui illustre ici un plat sans doute issu d'un atelier romain, mais provenant d'Afghanistan. Vous avez deux exemples romains à droite et le plat que j'évoque. Mais on est plus étonné, en revanche, d'observer que même des images étroitement liées à des réalités qui nous apparaissent très propres, tout à fait propres à la Méditerranée, trouvent place dans le répertoire des orfèvres du monde iranien. Une coupe que vous voyez ici, découverte près de Perm, elle est au musée de l'Ermitage, clairement sassanide, on a parlé de la fin du IIIe siècle, montre dans son médaillon central une déesse assise sur un lion. Déesse qui n'est pas sans évoquer le Dionysos couché sur sa panthère que nous avons vu, et nous aurions donc un type créé pour une divinité grecque, Dionysos, adopté pour une autre dans le monde sassanide. C'est un phénomène connu. Nous le voyons, par exemple, sur une coupe bien connue, la coupe au Dioscure de New York, qui reprend le thème du héros cavalier en le transformant, puisque les chevaux des Dioscures sont ici ailés, c'est anormal, ou alors il s'agit de Bellérophon et de Pégase, mais c'est aussi anormal puisque Bellérophon est unique et il est ici redoublé. L'orfèvre a d'ailleurs ajouté des personnages qui n'ont rien de romain, rien de classique, comme la figure de la petite musicienne qui est entre les deux cavaliers. Mais revenons
la coupe à la déesse au lion. Tout autour, vous le voyez, dans un très discret rinceau, on voit une alternance de personnages en pied et de médaillons. Les personnages sont manifestement des chasseurs, armés d'un bouclier et d'une lance, les attitudes sont diverses, mais tous attaquent les animaux qui, sous forme de protomées, d'avant-train, garnissent les médaillons. On reconnaît un cheval, un lion, un ours, un taureau, tous animaux qui figurent en bonne place et parfois sous la même forme sur les mosaïques africaines en rapport avec les chasses dans l'amphithéâtre. La maison des protomées à Tuburbomagus en Tunisie en donne à la fin du IVe ou au début du Ve siècle un exemple significatif. Mais, et c'est pour cela que j'insiste sur cette coupe, nulle part, à ma connaissance, on ne rencontre, nulle part dans le monde romain, on ne rencontre une présentation aussi originale que celle-ci, au caractère, vous le voyez, à la fois réaliste, les chasseurs, et éminemment décorative, les protomées d'animaux. L'orfèvre, sassanide peut-être, a utilisé ici, paradoxalement, l'iconographie romaine pour aller en quelque sorte plus loin que les artisans romains eux-mêmes. Mais cette sorte de symbiose entre culture gréco-romaine et orientale ne se limite pas à la circulation des objets ou à des emprunts purs et simples d'images qui sont ensuite plus ou moins adaptés. Elle peut être bien plus profonde et, par le fait même, plus difficile à expliquer. Kurt Weitzmann avait attiré l'attention, il y a déjà près de 3/4 de siècle, sur 3 coupes qu'il attribue à la Bactriane, caractérisée par un décor narratif dans lequel le savant américain reconnaît des illustrations de tragédies d'Euripide. Alors, il n'est pas possible ici, faute de temps, de reprendre le détail de la démonstration, mais j'en présente au moins quelques éléments. La première coupe, que vous voyez, conservée au musée de l'Ermitage, a été découverte au Kazakhstan, à Kostanay. Sur les parois, 4 tableaux différents. Le premier met en scène, et on a vraiment l'impression d'une mise en scène, n'oubliez pas que ce sont des scènes de théâtre probablement, 4 personnages. Le premier, donc, à gauche, tenant ce qui apparaît comme un pédome, a posé la main sur la tête d'une femme enveloppée dans un ample vêtement qui lui couvre la tête, et il cherche à l'entraîner. Celle-ci est en conversation avec un troisième personnage en costume héroïque, presque entièrement nu, sauf un drapé autour des jambes et du bras gauche. Derrière lui, un homme, le bras droit levé dans le geste du discours, appuyé sur un arbre noueux. Weitzmann y reconnaît un passage de l'Alceste d'Euripide, le moment où Hermès entraîne vers les enfers la jeune femme à laquelle Admète, son époux, fait ses adieux en présence d'Apollon. Pour Weitzmann, le caducée d'Hermès a été transformé en pédome par un orfèvre donc, qui ne comprenait plus les détails de la scène, et l'arc que le poète mentionne explicitement entre les mains d'Apollon serait devenu en quelque sorte le tronc d'arbre. Effectivement, si vous regardez le contour sinueux du tronc d'arbre, il évoque, si l'on suit Weitzmann, il évoque assez bien la forme de l'arc. La deuxième scène, construite différemment, montre de façon très intéressante et contrastée une femme assise sur un lit, vous le voyez, à l'iranienne, dirons-nous, à l'orientale, tenant une corne d'abondance. Elle préside à une dispute entre 2 hommes placés de part et d'autre d'un jeune enfant qui semble bien être l'objet du débat, de la dispute. Pour Kurt Weitzmann, il s'agit d'un épisode de l'Alopée d'Euripide, une pièce presque complètement perdue, mais dont nous connaissons l'argument par un passage d'Hygin. Alors, c'est une sombre histoire d'enfants illégitimes, abandonnés et retrouvés. Alors, le troisième tableau présente 3 personnages, un jeune héros, tout à fait sur la gauche, et 2 hommes plus âgés. Il s'agirait,
représente toujours les hypothèses de Weizmann, d'un passage du début des Bacchantes. Tirésias, le devin, et Cadmos, le vieux roi de Thèbes, converti au culte de Dionysos, affronte Pynthée, petit-fils de Cadmos, nouveau roi de Thèbes, et qui, lui, est hostile au nouveau culte. Le dernier tableau, enfin, correspondrait à la première scène du Ion d'Euripide, dans laquelle le jeune homme, tenant une branche de laurier, engage un dialogue inamical, tendu, avec Créuse, devant le temple d'Apollon et en présence du chef du chœur. Quant au médaillon du fond, qui nous montre un homme en conversation animée avec une femme assise, il s'agit pour Weizmann d'une autre scène de Ion, le moment où, dans une discussion dramatique avec son vieux serviteur, Créuse décide d'empoisonner le héros, Ion, pour éviter qu'il ne monte sur le trône. Alors, d'autres interprétations ont été proposées de ces scènes. Rostovtsev avait pensé qu'il s'agissait des aventures d'un héros iranien et Madame Trevor des épisodes de la littérature védique. Mais ces suggestions, Weizmann l'a montré de façon convaincante, me semble-t-il, ne sont pas satisfaisantes dans la mesure où elles sont insuffisamment étayées. Et les interprétations de Weizmann, en revanche, même si évidemment elles peuvent prêter à discussion, le sont minutieusement et séduisent volontiers. Nous nous trouvons de nouveau devant des images venues du monde grec, en partie mal comprises et réinterprétées, et pour certaines traduites suivant les règles propres à l'iconographie de l'Asie centrale. Et je crois que la femme assise du deuxième tableau en est un exemple éclairant. Mais la question de fond, à laquelle, évidemment, il n'est pas simple de répondre, est alors de savoir comment la connaissance de ces textes et de ces images, et des images qui les illustraient, images qui existent, on le sait, dans l'argenterie romaine. Voici un exemple d'une coupe au British Museum qui représente des épisodes de l'Iphigénie en Tauride, qui est parfaitement romaine, elle. Donc, comment cette connaissance s'est transmise et qu'est-ce que les lecteurs orientaux et ceux qui regardaient ces images en comprenaient? Alors évidemment, l'existence du théâtre à Iranum et d'un possible manuscrit avec des textes dramatiques est un indice important. Et je rappellerai aussi quelque chose qui est bien connu, mais que Plutarque rapporte que le roi Parthe-Rhodès, au moment où on annonce la défaite de Crassus et des légions romaines en 53 avant Jésus-Christ, est en train d'assister à une représentation des Bacchantes d'Euripide. Je crois que ce sont des faits qui donnent évidemment à réfléchir. Alors, une autre coupe, la deuxième coupe de Weizmann, est conservée aujourd'hui à la Freer Gallery à Washington. Elle est dite provenir de l'Inde du Nord-Ouest. Et parmi les scènes représentées, Weizmann y reconnaît des extraits de l'Héraclès furieux, le moment où le héros tue son fils, d'Hippolyte couronné, des Péliades, de Bellérophon qu'on reconnaît bien sur Pégase, et peut-être d'Hypsipyle, de Télèphe et d'Égée. Une sorte de florilège, donc, dont on se demande, là encore, pour qui et en fonction de quels critères il avait été constitué. Alors, une scène, cependant, vous le voyez, échappe à l'illustration d'Euripide, détonnante en quelque sorte, c'est la chasse à l'ours, qui figure sur la droite de la coupe en quelque sorte, qui a un caractère délibérément réaliste et qui serait placé ici, d'après Weizmann, comme bouche-trou. Alors l'idée de Weizmann est la suivante, c'est que l'orfèvre disposait d'un modèle avec un certain nombre de scènes illustrant des pièces d'Euripide, mais conçues pour un vase qui était plus petit que celui-là. Donc, quand il les a utilisés, il s'est trouvé à un moment donné dans l'embarras, il y avait un vide, et il l'a comblé avec ce qu'il savait faire, c'est-à-dire une scène réaliste. La troisième coupe dont parle Weizmann, c'est celle-ci. Elle appartient aux collections de l'Ermitage. De même forme que la première, elle est traitée dans un style, vous le voyez, bien différent, à la fois plus brutal et moins proche des modèles classiques. Des trois scènes représentées, l'une, un banquet, suit manifestement des modèles orientaux. Les deux autres ont, vous
J'ai placé ici, à titre de comparaison, un plat sassanide qui montre le souverain Bangtan. Ça ressemble tout à fait à ce que nous avons sur la coupe. Les deux autres scènes ont un caractère narratif plus marqué et on y reconnaît sans difficulté Héraclès, Bangtan, puis dans la deuxième scène tentant, semble-t-il, d'assommer quelqu'un avec sa massue. Alors, en dépit de détails qui échappent à l'iconographie classique, un petit singe flûtiste et un joueur de tambour, Weizmann y voit de nouveau l'illustration d'épisodes du drame grec, sans doute pour lui le Sileus d'Euripide, un drame satirique dont nous avons conservé quelques lambeaux et l'argument rapporté par Tzetzès et par Philon. Si la démonstration de Weizmann est moins immédiatement convaincante que pour les deux autres objets, elle reste de l'ordre du vraisemblable. Alors certes, il fallait toute la science de Kurt Weizmann, et cette science était considérable, pour repérer dans ces images les indices renvoyant à Euripide. Mais il faut bien dire que pour les deux premières coupes au moins, la mise en parallèle précise du texte d'Euripide, que je n'ai pas faite, donc faute de temps, et des reliefs emportent la conviction. Mais on voit bien aussi, quand on observe combien est difficile l'interprétation d'un autre plat apparu récemment en Afghanistan, bien plus proche pourtant des modèles gréco-romains que les précédents, par son style, par son allure. On voit bien comment, très rapidement, les modèles, et probablement pour ce plat-là, les poèmes homériques, ont été abrégés et déformés par les orfèvres d'Asie centrale. Alors, un ultime écho s'en trouve peut-être, mais je serai plus prudent, dans un objet qui est plus étonnant. Une coupe achetée autrefois à Lhasa, au Tibet, aujourd'hui conservée à l'Ancient Orient Museum de Tokyo. Elle possède à peu près la forme et les dimensions de toutes celles que nous avons vues. Au fond, en médaillon, une mer poissonneuse comme on en voit sur des bassins en bronze de Begram. Sur les parois, 6 personnages alternent avec des arbres d'allure très caractéristique, vous le voyez, très, très tortueux, avec quelques bouquets de feuilles et qui n'ont rien du tout de classique. Dans l'un d'entre eux, un nid et des oiseaux menacés par un serpent. Alors, des 6 personnages qui apparaissent, 4 n'ont rien à voir avec les schémas gréco-romains, je ne vous en montre pas le détail, ni par leur allure, ni par leur costume. Ils contrastent fortement avec les 2 jeunes hommes, nus tous les deux, que vous voyez sur la photographie de détail, qui encadrent l'arbre au serpent. Le premier tient une sorte de gargoulette à long col et porte une coupe à ses lèvres. Le second, une petite boîte dans la main gauche, étant la droite vers l'avant. Alors, je ne me prononcerai pas sur l'origine, sur la provenance, l'origine précise de cet objet, ni sur sa date exacte, parce que ce serait sortir de mes compétences, ça n'est pas très simple, mais Philip Denwood, qui a publié la coupe en 1973, proposait de reconnaître dans le groupe des 2 jeunes gens une illustration d'un passage du chant 2 de l'Iliade. Alors, il s'agit d'un moment où les Grecs sont sur le rivage avant de lever l'ancre en quelque sorte vers Troie, et ils hésitent justement à partir, et un prodige se produit, un serpent apparaît qui dévore des oisillons qui sont là. Alors les Grecs sont terrifiés, mais les devins, bien entendu, leur expliquent que c'est au contraire un très bon signe, ça leur indique que la guerre sera longue, autant d'années à passer à Troie qu'il y a d'oisillons qui ont été dévorés, mais que finalement ils l'emporteront, et donc les Grecs vont voguer vers Troie. Alors on hésitera peut-être à suivre Philip Denwood dans cette interprétation, mais il est clair que les 2 personnages représentés ont une autre origine iconographique que les 4 autres qui figurent sur la coupe. Mais comme toutes les autres pièces que nous avons examinées, celle-ci pose à la fois la question des circuits qui l'ont conduite là où elle se trouvait, et surtout des modèles qui ont pu inspirer les artisans. La question n'est pas simple à résoudre, vous vous en doutez, mais nul doute que bien des objets
n'aient circulé venus de la Méditerranée, qui portaient avec eux des images qui constituaient autant de sources d'inspiration. Alors, on connaît bien, je ne vais pas insister là-dessus, les médaillons en plâtre de Begram, à coup sûr des modèles d'orfèvre pris sur des objets du monde méditerranéen. On a pensé aussi à une catégorie particulière de coupes en terre cuite, ce qu'on appelle les bols mégariens, et plus spécifiquement à ceux désignés de manière significative du nom de coupe homérique, mais dont les décors sont moins spectaculaires que ceux des objets en argent, et surtout ces bols homériques, même si leur relief illustre non seulement les poèmes d'Homère, mais aussi les pièces des tragiques grecs, ces bols mégariens sont plus anciens que les coupes en argent que je vous ai montrées. Et nous savons pourtant qu'ils ont circulé en Asie, jusqu'en Asie centrale, puisqu'on en a retrouvé des fragments jusqu'à Taxila. On peut penser aussi au tissu, on peut penser au camée. Donc les sources d'inspiration ne manquent pas. Mais la question ultime est évidemment de savoir pourquoi ces scènes-là ont retenu l'attention. Alors, est-ce que c'est un goût pour une forme d'exotisme? Ça, c'est possible. Ou s'agit-il d'un réel témoignage d'intérêt et de culture de la part d'une clientèle raffinée qui ne comprenait pas, peut-être pas toutes les scènes, mais qui comprenait au moins que c'était des images, disons, de culture? Alors, il n'est pas simple de trancher, mais force est de constater qu'effectivement, à travers la vaisselle d'argent et la fascination qu'elle exerce, nous l'avons vu de la Méditerranée jusqu'à la Chine et jusqu'à une date tardive, puisqu'on en retrouve des traces encore au 8e siècle, comme sur ces 2 anses de coupe provenant de Sogdiane. Et vous voyez que le décor des anses, avec ces têtes barbues, en particulier celles qui se trouvent en haut, ces 2 têtes barbues placées tête bêche, évoque furieusement, je dirais, des détails de plats d'argenterie qu'on trouve dans le monde romain où le motif est extrêmement courant. Donc, force est de constater qu'effectivement, à travers la vaisselle d'argent, la Grèce est bien présente dans les profondeurs de l'Asie. Je vous remercie.